Eh bien, bonjour à tous. On est très honoré d'avoir un plateau comme celui-ci pour parler de la voie professionnelle, voie d'excellence. Alors, c'est vraiment pas deux expressions qu'on a l'habitude de voir collées l'une à l'autre. Et pourtant, je crois que vous allez tous nous expliquer pourquoi on peut vraiment les rapprocher. Alors, Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la commission éducation affaires culturelles. Vous avez co-rédigé un rapport avec Régis Marcon, qui est restaurateur 3 étoiles, hein, sur la voie professionnelle. Alors, Céline, quel constat ? Alors déjà, avant de faire le constat, peut-être qu'on peut faire une définition de ce qu'est la voie professionnelle. Parce que la voie professionnelle, on peut la faire au lycée, c'est ce qu'on appelle la voie professionnelle scolaire, et puis on peut la faire par apprentissage, c'est la voie professionnelle par apprentissage. Souvent, il faut déconstruire quand même quelque chose qu'on a dans la tête qui voudrait que la voie professionnelle, c'est uniquement ce qui va mener à des métiers manuels. Non. On est bien d'accord que les mains et la tête sont souvent reliées et qu'on n'a pas forcément que des métiers manuels auxquels va aboutir cette voie professionnelle. Mais le constat, c'est que la voie professionnelle aujourd'hui, c'est un lycéen sur 3. Un lycéen sur 3, alors on peut suivre un CAP, on peut suivre un bac professionnel. Ce bac professionnel, il peut être dans l'industrie ou il peut être dans les services. En fait, ça regroupe une multiplicité de formations. Est-ce que vous savez jusqu'à combien de bac pro et de CAP, c'est-à-dire combien de diplômes peut mener la voie professionnelle ? Est-ce que quelqu'un a une idée comme ça ? Allez, une évaluation, je vais vous dire, c'est 300. 300 diplômes différents. Il y a beaucoup de diplômes et le premier constat, c'est qu'il n'y a aucune lisibilité sur cette multiplicité. En fait, c'est comme si on avait à chaque fois qu'un métier apparaissait, rajouté un diplôme, sans forcément faire le ménage sur les métiers qui n'existaient plus. 300 diplômes, ça veut dire que c'est très compliqué pour les familles et pour les lycéens de pouvoir s'orienter. C'est compliqué. Je vous engage à regarder un petit peu l'intitulé des diplômes. C'est incompréhensible. Moi, il y a un an, quand Jean-Michel Blanquer nous a confié à Régis Marcon et moi cette mission, je peux vous dire que l'ensemble des sigles et l'ensemble des appellations relevaient plutôt du chinois qu'autre chose. Mais on s'y est mis avec Régis Marcon et on a poursuivi notre constat. Notre constat, vous parlez d'excellence, Muriel. On a vu des personnes transformées, des jeunes enfants qui étaient un peu en rébellion avec l'école, et pas que, mais qui arrivaient, le fait d'avoir cette voie professionnelle, qui arrivaient à changer leur rapport à l'école, changer leur rapport par rapport au travail, changer leur rapport aux adultes également. Donc, pourquoi, à votre avis ? Parce que dans la voie professionnelle, on fait les choses autrement. On a une approche pédagogique autre. On valorise d'autres compétences. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que les compétences sont ce qui va faire la différence d'une économie à une autre. Hier, c'était l'énergie, les ressources naturelles, c'est de moins en moins vrai, mais ça a encore son importance. Mais aujourd'hui, ce sont les compétences. Et quels sont mes savoir-faire, mes savoir-être que je vais pouvoir mettre dans mon travail pour pouvoir transformer et apporter de la valeur à ce que je fais. Et les compétences aujourd'hui, je vais vous livrer ce qu'on pensait avec Régis Marcon au début de notre mission. On s'était dit, bon, pour rendre plus efficace la voie professionnelle scolaire, on va faire quelque chose de très simple. On va regarder les métiers de demain. Et puis, comme ça, on va voir quels vont être les métiers sur lesquels on va devoir former la jeunesse d'aujourd'hui. Bon, on a regardé plein d'études prospectives, tout ça pour aboutir à quoi ? Aboutir à ce qu'on se dise, en fait, on ne sait pas les métiers de demain. On ne les connaît pas. Et ce qu'on sait, par contre, c'est qu'en 2030, il y a 60 à 80% des métiers qui n'existent pas encore. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos enfants, ceux qui sont actuellement à l'école primaire, au collège, ils vont faire tout un tas de métiers qu'on ne connaît pas encore. Donc, plutôt que de les spécialiser dans un métier qui existerait aujourd'hui, mais qui n'existerait plus dans 5 ans, dans 10 ans, il va falloir les former à pouvoir s'adapter tout au long de leur vie, à pouvoir changer de métier.
changer de métier, changer d'entreprise, être à un moment salarié, être à un moment entrepreneur, redevenir salarié, être indépendant. En tout cas, c'est de pouvoir apprendre à entreprendre sa vie. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les compétences transversales. Les compétences transversales, c'est ce qui va nous permettre d'être créatifs, de pouvoir communiquer avec les autres, de pouvoir travailler en groupe. Et toutes ces vertus-là, toutes ces compétences-là, dans le système d'éducation actuel, c'est pas forcément ceux-là qu'on valorise le plus. Or, dans la voie professionnelle, c'est là où on a le plus de démarches de projets qui sont mis en place. Par exemple, on sait que dans la voie professionnelle, au lycée professionnel, vous avez des professeurs qui mettent en place des projets tout au long de l'année qui permettent aux jeunes de créer leur propre entreprise. On l'a aussi dans la voie générale, mais beaucoup plus dans la voie professionnelle. Imaginons, vous avez 15 ans et votre exercice de l'année, ça va être d'imaginer une entreprise plus tard qui réponde à un besoin de produit, à un besoin de service, tout ça vraiment en lien avec la société. De quoi on a besoin, par exemple, pour avoir des transports plus écologiques, qui coûtent moins cher, qui nous permettent d'aller plus loin. On pourrait imaginer que pendant toute une année, les jeunes vont être aidés par des professeurs et par des intervenants extérieurs à réfléchir à ça. Je peux vous dire, et je pense que voilà, dans l'assistance, on a quelqu'un qui était avec nous à Dunkerque. On a rencontré des jeunes lycéens qui nous ont fait un retour sur ce qu'ils avaient fait auprès de avec leur mini-entreprise. Ils étaient avec leurs professeurs. Et je me souviens d'une qui a dit « Mais moi, je m'en fichais un peu des cours de français, jusqu'à ce que je me rende compte que ça me permettait de mieux présenter mon projet. Et donc, j'allais voir la prof de français pour lui demander de m'aider à présenter mon projet. » La prof de français qui était là ce jour-là pour témoigner, elle a redécouvert une élève, elle a redécouvert d'autres élèves comme ça. Les élèves découvraient que leur professeur pouvait être à leur écoute, pouvait apporter quelque chose à leur projet. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que dans la classe, cette démarche projet permettait d'être beaucoup plus dans un climat social apaisé. C'est hyper bien, donc il faut aller vraiment là-dessus. On aura le temps de revenir sur plein de choses, mais je vais vous faire part des leviers qui nous ont paru intéressants et primordiaux. Rendre l'orientation plus lisible. Donc ça veut dire qu'on arrête de faire 300 diplômes différents qui ne sont plus en lien avec les enjeux de la société actuelle. On va les regrouper en familles de métiers et on va proposer au fur et à mesure de l'enfant de choisir de se spécialiser progressivement. On va avoir aussi à réaffirmer quelque chose de très clair. Ça, c'est un deuxième levier. La voie professionnelle scolaire, quand on est titulaire d'un bac pro, soit on continue ses études, soit on peut s'insérer professionnellement. Ces dernières années, on a un petit peu oublié le deuxième but. On a dit à tout le monde, continue tes études, continue tes études. Moi, dans une perspective de me former tout au long de la vie, j'ai peut-être envie, à 18 ans, de travailler pendant 2 ans, et puis 2 ans après, en fait, de revenir faire mes études. Ça dépend de la maturité de chacun. Ça dépend de ce qu'il veut, des opportunités qu'il va avoir. Donc il faut bien garder ces deux propos et deux visées à l'esprit. Ce qui veut dire que vous allez développer au fur et à mesure des passerelles et qu'on va accompagner l'évolution des gens tout au long de leur vie alors. En fait, on leur donne le choix à plusieurs moments. Par exemple, en fin de seconde, on peut leur donner le choix de dire est-ce que je continue en voie professionnelle scolaire ? Est-ce que je continue en apprentissage ? On peut aussi, à l'issue de la première, choisir son projet. Est-ce que j'ai envie l'année prochaine de continuer mes études ou est-ce que j'ai plutôt envie de commencer à travailler tout de suite ? Eh bien, selon ce projet, je vais avoir un module spécifique, soit un qui va m'aider à avoir plus de méthodes pour être plus fort dans l'enseignement supérieur, soit un autre module qui va me permettre de mieux rédiger mon CV, de savoir vers quelle entreprise chercher, de savoir aussi quelles sont les compétences de savoir-être qu'il faut avoir absolument pour pouvoir travailler auprès de collaborateurs, auprès de clients. Et plus on va donner le choix et moins on va enfermer dans des tuyaux des gens, plus ils vont pouvoir passer d'une passerelle à l'autre. Plus on ouvre le champ des possibles, sans le brouiller avec 300 spécialités, plus la jeune fille ou le jeune garçon va être à même de pouvoir choisir, tester, se tromper et refaire un autre choix après. Parce que là, vous aviez jusqu'ici... vous alliez en voie professionnelle, vous choisissiez une spécialité
dès la seconde, et pouf, voilà, vous arriviez, vous étiez dans un tuyau. Là, on est vraiment effectivement plus dans une logique de passerelle. Ce qu'on va voir aussi, c'est toute la problématique de l'alternance. Alors l'alternance, souvent, quand on parle avec des professionnels, ils disent non, mais l'alternance, c'est quand on a un contrat professionnel ou un contrat d'apprentissage. Non, non, l'alternance, c'est une modalité pédagogique. Ça veut dire que parfois je suis en formation et parfois j'applique ce que j'ai appris dans la formation. Et ça, je vais être en stage ou je vais être en apprentissage. Mais l'alternance, c'est vraiment de faire cette bascule. Et ce qu'on cherche à aller, c'est de plus en plus vers un temps passé dans l'entreprise, l'administration ou l'association dans laquelle on fait son stage, qui soit de plus en plus grand, ce qui va nous permettre de faire une transition douce avec le milieu professionnel. On a pu aussi réfléchir, mais je m'appesantirai moins là-dessus, sur la façon dont on va former les enseignants, les professeurs. Il y a quand même un paradoxe, hein, c'est quand vous êtes enseignant, alors que vous passez votre temps à former les gens, c'est vous qu'on forme peut-être le moins tout au long de votre vie. Donc il va falloir aussi se saisir de ce paradoxe pour se dire comment on va pouvoir créer plus de liens entre les enseignants du lycée professionnel et puis les entreprises. Et pourquoi pas, eux aussi, leur donner des passerelles, de passer de l'un à l'autre, c'est très intéressant. J'en finirai sur une des ambitions qui était donnée à cette mission. Donc, il fallait rendre attractive la voie, il fallait la rendre efficace, mais il fallait la rendre ouverte. Ouverte, c'est sur les autres possibilités de formation, donc on l'a dit, des passerelles vers l'apprentissage, mais ouverte aussi sur le monde de l'entreprise, sur le monde de l'enseignement supérieur. Et pour ça, et on aura un propos de Mathieu à ce sujet sur les campus des métiers et des qualifications, c'est de pouvoir faire que le lycée professionnel se retrouve autour d'un réseau, et ça va permettre justement aux lycéens de se dire qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce qui m'intéresse, mais on développera plus tard. L'ouverture, c'est aussi sur d'autres horizons géographiques. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans les lycées professionnels, vous aviez un choix qui était fait non pas parce que j'étais intéressée par telle ou telle spécialité, mais parce que c'était le lycée d'à côté qui le proposait. Nous, ce qu'on souhaite, et le lycée le permet déjà, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, ce qui est très peu su, quand on vous parle d'Erasmus, on se dit, alors Erasmus, c'est ce programme d'échange que les étudiants peuvent faire. Un étudiant français peut aller se rendre en Italie, en Angleterre, pour suivre un semestre d'études. Eh bien, il faut savoir que au sein du lycée professionnel, c'est déjà le cas. Si vous avez un enfant qui rêve de voyager, la voie professionnelle lui permet de faire des stages. Et alors, on fait des stages pour apprendre une langue, mais surtout, on fait des stages pour apprendre à vivre. Parce que quand vous vous rendez mobile comme ça, quand vous faites un stage de 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'étranger, votre enfant grandit énormément parce qu'il a su s'immerger dans un contexte particulier autre, il a su travailler avec des personnes, il a su dépasser plein de choses. Donc ça, c'est une véritable opportunité de pouvoir s'ouvrir. Donc c'est une voie qui transforme les jeunes, qui leur permet de rebondir. C'est une voie qui va répondre aux défis de demain pour détecter les compétences dont manquent aujourd'hui les entreprises. C'est une voie qui n'est pas que sur le manuel. Et je vous encourage à aller voir des lycées numériques où on a l'impression d'arriver dans un bureau d'études qui soit les plus high-tech possibles et qui mêle, par exemple, l'ébénisterie, mais aussi avec l'imprimante 3D. Enfin, il y a vraiment des choses incroyables à voir. Et je pense qu'on a vraiment l'opportunité de faire changer aussi l'école grâce au changement qu'on va faire dans la voie professionnelle. Plus on ira vers des démarches de projet, plus on ira vers une ouverture de l'école, vers son environnement extérieur, plus, j'en suis sûre, ça infusera aussi sur le collège, l'école primaire, parce qu'on aura beaucoup plus intégré cela. Voilà ce que je voulais dire en introduction sur ce champ qui nous a passionnés, qui nous passionne encore. Merci Céline, j'aurai l'occasion de vous repasser la parole bien sûr. Mathieu Mercier-Cade, délégué général adjoint du Conseil national éducation et économie, qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Voilà. Magnifique. Tout bon. Tout bon, merci. Alors, concrètement, Mathieu, voilà, c'est alléchant quand même comme proposition. Qu'est-ce que nous, de notre côté, on met en place ? Et quand ?
quelle échéance? Alors, effectivement, moi, je ne peux qu'adhérer à ce qui a été souscrit. Hein. La vision qui est proposée est claire, pertinente, évidemment. Et engageante. Et engageante. Et donc, alors, le Conseil national d'éducation économique, tu l'as décrit rapidement, c'est une toute petite structure. Hein. Il y a 3 personnes à l'intérieur et j'ai la chance d'y être. Et puis, ça anime un réseau d'une 20aine de membres qui sont des acteurs des entreprises, du monde économique. Et évidemment l'administration. Cet ensemble-là, évidemment, notre objectif, c'est de mettre en œuvre ce qui vient d'être dit à l'instant. Le ministre s'est exprimé le 28 mai sur les campus des métiers et des qualifications, qui sont pour moi l'objet... Peut-être juste une petite définition des campus des métiers et des qualifications, parce que je ne sais pas si tout le monde... Voilà. Non, mais c'est génial. Tu devances mes propos. Donc voilà, j'allais dire, qui connaît les campus des métiers et des qualifications dans la salle? Personne. Ah, si, il y a une personne du ministère, alors c'est triché, mais qui en dehors non, voilà. Donc, les campus des métiers et des qualifications, ça a été créé en 2014. Et au départ, c'est un peu une feuille blanche. On dit aux gens, allez-y. Le constat de départ, c'est celui qui anime aussi celui du CN2E, c'est la distance qui peut exister finalement entre le monde de la formation, le monde de la certification, le monde de l'emploi. Et comment résoudre cet écart-là. C'est vraiment ça l'enjeu. Et quand on voit arriver ce magnifique objet qu'est le campus des métiers, c'était un peu la même chose qu'un CN2E. Enfin, en tout cas, c'est la même chose si on met des gens autour de la table pour résoudre une problématique socio-économique. C'est ça qui est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est on a un certain nombre de jeunes en France, je crois que le chiffre c'est 20%, qui ne trouvent pas un emploi. Et en même temps, on a le discours d'entreprise. Moi, je les ai tous les jours au Conseil national d'éducation économique. Ils viennent me voir. Je pense que Jessica, qui dirige un campus des métiers et des qualifications, pourra dire la même chose. Qui viennent nous voir et nous disent « je ne trouve pas ce que je cherche, la compétence, etc. » D'ailleurs, je fais juste un parallèle. Dans le rapport donc, sur la voie pro, vous avez un constat chiffré au départ qui est effectivement très pertinent. Merci. On a 300 000 emplois qui seraient non pourvus, alors qu'effectivement, comme le rappelait Mathieu, on a 20% des 15-24 ans qui sont sans emploi. Donc il y a un problème d'adéquation entre ce que pourraient être les aspérités et les talents des jeunes et puis les besoins des entreprises. Alors l'idée, c'est pas de dire en fonction des entreprises, on va former les jeunes. C'est qu'on sait qu'il y a un point où ça peut se rencontrer. C'est-à-dire que les jeunes ont des aspirations, ont des talents. Et pour l'instant, on ne leur permet pas d'aller écouter ces aspirations pour pouvoir le mettre au service des entreprises, mais aussi eux-mêmes pouvoir changer l'entreprise, changer la donne. C'est ça. Et du coup, je vais donner une définition un peu hétérodoxe du campus des métiers et des qualifications. Il y a un décret qui décrit ça superbement. Je vous invite à le lire. Je ne vais pas les références en tête parce que je ne suis pas... Mais je vais dire, le campus des métiers et des qualifications, c'est finalement une usine à fabriquer de la compétence et donc à faire ce rapprochement-là. La meilleure façon de fabriquer de la compétence, c'est de mettre ceux qui en ont besoin, ceux qui la fabriquent, ceux qui la diffusent auprès des jeunes et mettre tout ça autour d'une table, de fermer la porte et d'attendre que ça sorte finalement. Voilà, ça c'est la définition hétérodoxe du sujet. Voilà, après c'est un réseau de partenaires, etc. Bien sûr. Et désolé, Jessica, si la définition ne te convient pas complètement, je comprends. Vous aurez l'occasion, Jessica, de donner votre définition. Et donc, dans cette action-là, donc les campus des métiers et des qualifications, ça va regrouper des établissements de formation, évidemment, mais ça va aussi regrouper des professionnels, et tout de suite, Rudy, qui travaille chez Schneider Electric France, va nous en parler. Ça va également regrouper, en tout cas... Je crois d'ailleurs que vous êtes ensemble au niveau national pour réfléchir et concevoir tout ça. Hein, exactement. C'est ce que vous m'avez dit. Exactement, on nous a demandé. Donc du coup, on va peut-être parler à tête à deux voix aussi pour dire ça. Parce que donc le campus des métiers et des qualifications répond à un besoin et répond aussi à des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Peut-être que tu peux en dire quelques mots. Bonjour. Alors Rudy Gombaud, donc directeur Training Institute chez Schneider Electric. Oui, chez Schneider, on aime bien les anglicismes. Donc en bon français, donc je suis le directeur de la formation initiale et continue. Donc initiale, ce qu'on développe des solutions pédagogiques qui viennent supporter l'éducation nationale et les professionnels. Et sur la partie continue, on forme des clients, donc au métier, notamment de l'énergie et des automatismes. Donc moi, je suis justement, comme disait Mathieu, un fruit du monde professionnel et de l'éducation professionnelle. Mais ça vaut le coup d'en parler de votre parce que du coup, moi, je suis issu à la base d'un bac pro électrotechnique. J'ai continué après par la voie de l'alternance, donc notamment avec un BTS électrotechnique et ensuite une école d'ingénieur également en alternance. Ça a été quand même une bonne expérience pour moi, parce que du coup, ça a quand même permis de comprendre les éléments clés de la chaîne de valeur d'une entreprise. Et c'est vrai qu'on rentre dans une PME ou dans un grand groupe, c'est important de savoir le métier de chacun et comment chacun apporte justement à l'entreprise.
Et donc du coup, fort de ce parcours, donc quand j'ai pris la responsabilité de cette entité-là qui est en charge de la formation, donc Mathieu, j'ai rencontré Mathieu à ce moment-là, et c'est marrant parce que j'étais en train justement de réfléchir sur les campus des métiers et qualifications, comment on pourrait mieux travailler avec eux. Et donc du coup, je vais vous donner l'explication de pourquoi Schneider Electric s'est mis sur les campus des métiers. C'est une question que m'a posée Mathieu. C'est la question que j'allais vous poser, donc c'est bien. Donc tout le monde se pose, tout le monde se pose également cette question. Alors simplement, pour faire vraiment de manière la plus claire possible, aujourd'hui, nous, en tant que grand groupe industriel, on partage régulièrement avec nos clients qui sont de tout type, des artisans, des entreprises d'électricité, des PME, PMI, des plus grosses, des ETI et des grands groupes. Par contre, ce qu'on arrive à ressortir à chaque fois, c'est que toutes ces entreprises, aujourd'hui en France mais également à l'étranger, font face à une transformation industrielle qui est très forte et qui est boostée par ce qu'on appelle la digitalisation des métiers. Notamment, on a de plus en plus de métiers sur lesquels on n'a pas de postes qui sont supprimés, mais des postes qui nécessitent d'avoir des nouvelles compétences, notamment dans le numérique. Et les clients cherchent des solutions adaptées à ça. Donc ils cherchent deux types de solutions. Soit de la formation pour leurs collaborateurs, soit de l'intégration de nouvelles compétences, donc ou des réinsertions professionnelles, ou directement des jeunes qui sortent du marché de l'éducation. Donc comme vous le disiez, ils ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds. Et donc du coup, souvent, ils me demandent, mais sais-tu où est-ce que je peux trouver cette compétence ? Et les campus des métiers, en fonction des filières métiers, parce qu'il y en a certaines, sont pour moi le guichet unique, régional et adapté à la demande justement des entreprises avec un tissu local. Je vais répondre à la question quand même, Muriel. J'ai pas oublié. Je vois que tu me jettes un regard. Donc voilà. Alors donc aujourd'hui, vous ne connaissez pas, mais il y en a déjà 95 sur le territoire français qui existent avec des niveaux. Donc c'est installé, comme je disais au départ, sur une feuille blanche. Donc ça a grandi de façon un peu différente. Suite au rapport, je vous invite vraiment à le lire, c'est vrai qu'il est remarquable. Il est disponible sur le site de l'Éducation nationale. Tout à fait. Signe que c'est de grande qualité. Et donc, suite à ce rapport-là, le ministre s'est saisi des propositions qui avaient été faites. Et le 28 mai, donc j'en parlais tout à l'heure, a fait des propositions et a posé sur la table des objets. Et notamment ce campus des métiers des qualifications en disant je trouve que ce que nous avons commencé à faire sur ce sujet-là mérite de continuer à croître et d'avoir une nouvelle dimension. Et dans ce dossier de presse, c'est très clair. Il donne des directives. Il donne notamment, finalement, un point, une destination. Tu me demandais quand ? Eh bien, ce qu'il dit dans ce dossier de presse, c'est qu'il veut 3 campus par région d'ici 2022. 3 campus extrêmement forts, extrêmement musclés, pour tirer l'ensemble de la voie professionnelle, comme on l'évoquait, cette voie d'excellence. Alors, pour les mettre en œuvre, donc il évoque aussi le fait qu'il y aura un financement via le programme Investissement d'avenir. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le programme Investissement d'avenir. Bon, c'est un petit peu techno, mais c'est juste le fait que la France va financer, donc investir finalement pour demain. Et c'est une autre modalité financière que simplement de la dépense pure. Donc il y a 50 millions d'euros qui vont être mis sur la table sur ce sujet-là, et les partenaires vont bien sûr y contribuer. Donc voilà, il y a un cap qui est donné, il y a une direction qui est donnée. Le CN2E a pu contribuer très modestement sur ces problématiques-là. On adhère complètement au projet. On adhère aussi à la méthode qui va être proposée pour le faire, c'est-à-dire, Rudy l'a dit, on a déjà fait un déplacement ensemble sur un campus donc à Grenoble, le campus énergie. Et peut-être qu'on pourra donner des exemples après, si c'est nécessaire. C'est ça. Pourquoi un campus énergie à Grenoble ? Alors, pourquoi un campus énergie à Grenoble ? Pour la simple raison que du coup notre entreprise est implantée à Grenoble historiquement, et donc du coup nous chez Electric on est avec une valeur qui est importante qu'on appelle en français la durabilité, en anglais la sustainability, qui est tout simplement c'est de dire qu'aujourd'hui on sait que d'ici 20 à 30 ans on va avoir beaucoup plus de monde sur la planète, mais qu'on n'aura pas plus d'énergie. Donc du coup voilà pourquoi on appelle le campus d'énergie. Donc il a une seule ambition, ce campus, c'est de faire en sorte de répondre à cet enjeu-là, qui est de dire comment on peut faire en sorte de diminuer les consommations énergétiques à travers la mixité énergétique, dont l'énergie renouvelable. D'accord. Mais alors, c'est parce qu'il y avait Schneider Electric sur ce territoire que, du coup, vous avez décidé de faire un campus autour de l'énergie ? Alors non.
Non, Voilà. parce que des campus énergie, il y en a plusieurs dans France. Il n'y a pas qu'à Grenoble. Hein. Donc c'est la vallée de l'énergie justement à Grenoble. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de demandes énergétiques. Donc du coup, il y a un campus qui s'est créé à Grenoble, mais il y en a également d'autres en France. Et sur le campus de Grenoble, Schneider est également implanté, parce qu'on a sur ce site-là notre recherche et développement qui est tournée vers l'efficacité énergétique. D'accord. Ok. Juste un mot pour rebondir là-dessus, parce que c'est hyper intéressant, le technocentre donc, de Schneider Electric en France, parce que du coup, avec la voie professionnelle, ce qui était une des propositions, c'est aussi d'irriguer la voie professionnelle avec ce qui se fait de mieux en termes de recherche. Pourquoi ? Parce qu'on a trop souvent tendance à penser que la recherche, ça se fait dans les labos, mais ça arrive très vite sur le terrain, en fait. Et à un moment donné, il faut pouvoir faire, donc concevoir, et là, il y a une expertise manuelle, il y a aussi, et c'est pas que du manuel, il y a aussi l'expertise de conception, il y a aussi la maintenance, etc. Donc, toute la voie professionnelle peut être drivée. Très souvent, les gens, quand on leur dit chaudronnerie, ils disent « Ah, mais c'est monstrueux, c'est un truc ancien, machin, etc. » En réalité, j'ai appris récemment que ceux qui veulent travailler sur les drones, s'ils sortent de cette filière-là, ont un avenir royal devant eux. Donc voilà, il faut aussi repenser qu'il y a de nouvelles perspectives, il y a vraiment des nouvelles dimensions. Et donc l'adossement à la recherche au technocentre, par exemple, c'est une opportunité extraordinaire pour avoir aussi des parcours, des colorations dans les diplômes qui permettent d'adresser des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui sur la transition énergétique, par exemple. Donc on va retrouver dans ces campus recherche privée, recherche publique, formation. C'est justement ce que j'allais dire. Après, je vais On va passer à la des parole. cas concrets. Justement, sur ces campus des métiers, l'apport, ce côté-là, on a parlé d'apport avec des projets PIA, qui sont plutôt des apports publics. Les entreprises également apportent avec la mise à disposition de plateaux, mais également de personnes qui sont en charge de recherche et développement, mais également, je reviens tout le temps à ça, mais également d'opérationnel, pour expliquer justement aux étudiants c'est quoi concrètement être un opérateur connecté, c'est quoi concrètement être un responsable d'une usine, c'est quoi concrètement être un vendeur dans ces technologies-là. Donc c'est tout cet apport-là qui est également apporté par les entreprises. D'accord. Alors, Jessica, Pascal, donc vous êtes directrice opérationnelle d'un campus des métiers. Vous nous expliquerez ce que c'est que ce métier, parce que comme on ne connaissait pas les campus des métiers, ce serait bien de savoir effectivement quel est votre rôle, quelles sont vos missions. Pascal, je crois que vous êtes dans le même campus l'un et l'autre, donc voilà. Alors, expliquez-nous. Vous êtes donc tous les deux dans le campus, le hub aéroportuaire du Grand Roissy. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Je pense qu'on a déjà bien défini l'objet d'un campus. Et en fait, le campus, donc on est 95 en France, on a chacun nos spécificités. Et le campus du hub de l'aéroportuaire est une de ces chevilles ouvrières sur lesquelles on va mettre en œuvre une synergie des acteurs pour un objet simple, c'est-à-dire que au niveau du Grand Roissy, le Bourget, les métiers des services aéroportuaires sont une opportunité, une attractivité économique pour les habitants, pour ces habitants, mais on constate également une inadéquation avec un fort taux de chômage. Donc l'objet de ce campus est de soutenir les politiques d'insertion locales par la lisibilité au niveau de l'offre de formation qui existe pour tous les habitants du Grand Roissy-le-Bourget, mais également l'acquisition des compétences transversales dont a parlé tout à l'heure Madame Calves, qui sont au nombre de 3 pour définir l'identité aéroportuaire, c'est-à-dire la maîtrise des langues étrangères, l'acculturation, donc c'est-à-dire avoir un sens du service, une posture professionnelle ouverte vers l'international. Et de ce fait, concrètement, que fait un campus, que fait un directeur ? Il est opérationnel. Et ce mot est vraiment très important parce que là, on rentre dans le concret. On anime des groupes de travail. Alors, généralement, un campus est lié à une filière, comme il a été évoqué. Là, on est sur 5 filières interconnectées. La logistique, la sûreté-sécurité, la maintenance des équipements et des infrastructures, l'accueil et le développement commercial, notamment vis-à-vis des projets du Grand Paris. Donc, l'objet est simple, c'est-à-dire qu'on travaille sur 5 filières, plus 2 autres groupes de travail qui vont mettre en œuvre les compétences transversales, mais également les innovations pédagogiques. Et ce campus est copiloté par la région, les rectorats, la région académique, et notamment on est sur un bassin d'emploi qui regroupe les rectorats de Versailles et de Créteil, mais également
l'implication du supérieur, puisqu'en fait, ce campus siège dans un établissement support qui est l'IUT de Tremblay en France, composante de Paris 8. Et donc, ce qui est très important, notamment pour brasser l'intérêt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la recherche et notamment du supérieur pour participer à la conception d'innovation pédagogique. Voilà, donc là, on va définir l'objet dans ce terme-là. Mais ce qui est vraiment important, c'est le partenariat. Tout à l'heure, Mathieu, tu disais produire la compétence. Moi, je te dirais, dans un premier temps, définir la compétence. Voilà, et concevoir, c'est-à-dire que dans cette mise en réseau, il faut la présence des entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est demain ? Demain, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on ne sait pas. On ne sait pas, notamment, je prends un cas concret, la logistique, le e-commerce qui va drainer des compétences, qui vont demander à des chefs d'équipe de manager des manutentionnaires, des magasiniers caristes qui étaient habitués à ne pas utiliser de technologie. Mais demain, ils vont être habitués de plus en plus à utiliser de la technologie. Comment on forme ces gens ? Comment est-ce qu'on fait pour manager des nouvelles équipes ? Dans la sûreté-sécurité, on pourra en parler avec Pascal, se pose la question d'une part sur un périmètre de défense nationale que représente l'aéroport, sur des métiers où le niveau d'exigence ne peut pas baisser. Comment on fait en sorte que les personnes qui veulent aller sur ces métiers, puisqu'on a des métiers qui sont en tension, et on n'a pas une seule filière qui est en tension, on a les 5 filières qui sont en tension, comment on fait pour que les habitants s'approprient alors je ne parle pas de savoir-être, je parle de posture professionnelle, adaptée à un métier. Comment on fait pour que ces personnes répondent à cette posture ? Puisqu'ils vont être avant tout devant des personnes qui transitent par un aéroport, la première image de la France qu'ils vont avoir. Donc c'est très important et concrètement, alors je ne sais pas si vous avez mis des images sur les actions, parce que c'est plus intéressant de mettre la preuve par l'image. C'est de proposer des actions qui visent notamment à assurer la promotion de ces filières, mais également de pouvoir avoir un dialogue, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est un directeur opérationnel ? Avant tout, c'est un fédérateur d'énergie. C'est une personne qui est en capacité de faire du lien avec les enjeux de chacun, donc c'est-à-dire de comprendre, d'écouter, de laisser la parole. Vous avez combien de casquettes ? On est multi-casquettes. Je pense que c'est très important d'écouter toutes les visions et de partager, d'être un récepteur vis-à-vis des visions des entreprises, des établissements qui ont la capacité à répondre. Les experts, ce n'est pas le directeur opérationnel, ce sont les partenaires qui composent les groupes de travail. Et donc, voilà, nous étions jeudi sur le lycée de Fos. Je pense que je vais laisser la parole à Pascal, qui justement, au cours d'un groupe de travail sur la sûreté-sécurité, nous étions en présence d'institutions, d'organismes de formation publics et privés, et également d'acteurs économiques. Et la question qui s'est posée, c'est Pascal qui l'a posé à un représentant d'un syndicat d'entreprise de la sûreté aéroportuaire en leur disant: venez voir nos jeunes. Vous dites que voilà, il faut une posture professionnelle, il faut que vous êtes en manque de sourcing vis-à-vis de public qui puisse y répondre. Donc venez voir nos jeunes. Et ça a découlé. Alors là, on est sur une autre action. Ce sont les Prolympiades de la logistique qui a mis en synergie le CFA de Promotrans et le lycée Charlotte Delbo pour produire en fait un jeu. Alors, sous la forme d'un escape game pour faire découvrir aux collégiens, à 2 collèges, les métiers de la logistique. Donc, ils ont découvert sous la forme d'un jeu quelles étaient les missions d'un magasinier cariste. Et donc, voilà, ils étaient dans l'entrepôt pour faire notamment un jeu de piste pour aller chercher dans l'entrepôt, donc au niveau d'une coordination spatiale, savoir comment est-ce qu'on fait un chemin intelligent pour ne pas perdre de temps, pour aller chercher de la commande. Voilà, donc là, ils sont en action. Et ils étaient coachés par les bacs pro logistique du CFA. Donc vraiment, il y avait un tutorat qui était très important pour une représentation de futurs professionnels aux collégiens, pour leur montrer que même s'ils étaient jeunes, cela ne leur empêchait pas d'avoir une maturité professionnelle. Voilà, donc là, avec un jeu, notamment, je tiens à saluer, c'est le lycée de Charlotte Delbo, qui a mis en place une ingénierie, qui a mis en place des jeux
que nous avons utilisés lors de cette Prolympiade et qui ont permis en fait d'avoir au sein d'un groupe de travail plusieurs organismes de formation, publics et privés, qui travaillaient ensemble. Voilà. Et notamment la branche. Voilà. Nous avons... Alors justement, Pascal Lefebvre, vous avez rejoint ce campus, vous êtes dedans. C'est quoi l'intérêt pour vous ? Qu'est-ce que vous en ressortez Alors déjà, avantage, on est au début de ce campus des métiers, donc il a quelques mois. En fait, dans la réalité, on a fait plein de rencontres et puis donc pendant une année, et puis là, on débouche. C'est-à-dire qu'avant, vous n'étiez pas en réseau. Voilà, on a assisté à la naissance. J'ai assisté à la naissance de ce campus qui a 1 an d'existence en gros. Alors, juste pour revenir, pour les chiffres. Voilà, après, je reprends vite fait. Il a été labellisé en 2016 et je suis arrivée en tant que directrice opérationnelle en septembre 2017. Voilà. Donc, on a d'abord réfléchi autour d'une table. Alors, la question est importante, c'est qu'est-ce que ça apporte à mon lycée ? Et en particulier, à l'intérieur de ce lycée, Oui. Mais je vais y venir. Bien sûr, c'est ça l'important du métier, c'est le jeune, évidemment. Et puis, plus particulièrement, à la filière sécurité. Parce que, évidemment, mon lycée est polyvalent, donc il y a plein de filières différentes. Alors, pour la filière sécurité, quelle était la problématique ? Et qu'est-ce que ça apporte à mes élèves ? D'abord, ils ont un problème de trouver des stages. Ça a été le premier problème important. Et ce campus des métiers permet la rencontre avec des entreprises, des personnes chargées des ressources humaines, et donc de pouvoir plus facilement nouer des contacts. Puis après, il y a d'autres problématiques qui sont arrivées dans les discussions. C'est ce qui a été intéressant. C'est de voir aussi qu'il y a des attentes des entreprises de la filière, et il y a une méconnaissance de la filière par rapport au bac professionnel métier de la sécurité. Donc ça apporte tout ça, c'est une réflexion et puis des attentes. Et puis je reviendrai sur la table ronde que l'on a eue jeudi matin dans le lycée. Il y a eu un échange et ce sont les élèves qui ont animé cet échange avec les entreprises. Et on s'aperçoit de quoi ? La première chose, c'est que les élèves qui viennent dans cette filière sécurité, alors c'est une filière, je ne vais pas faire une présentation de la filière, mais c'est une filière très recherchée actuellement, parce qu'il y a plein d'élèves qui veulent y entrer. Donc c'est une filière qui a moins de place que de demandes. Et c'est une filière qui accueille aussi beaucoup d'élèves qui sont partis en seconde générale et puis se trouvent parfois en difficulté ou ne comprennent pas le sens de l'école à ce moment-là. Et ils demandent à réintégrer une filière professionnelle. Donc c'est une filière un peu particulière qui est très demandée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Quelle est leur représentation ? Ils souhaitent être policiers, pompiers, gendarmes. En fait, c'est pas là où il y a l'emploi de demain. Et donc là, ils se sont aperçus dans cette confrontation avec les entreprises que, d'abord, il y avait plein de métiers différents dans la sécurité, plein de métiers d'avenir qu'on va inventer aussi, et que c'est là où il y a l'emploi. Vous pouvez nous donner un exemple comme ça d'un métier qu'on ne connaîtrait pas et qui pourtant se développe ? Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais profiler, par exemple. C'est quoi ? On le voit dans les séries télé américaines. Oui, dans les séries, mais... Ça, d'accord. Alors, c'est toujours une caricature dans les séries américaines, mais actuellement, Aéroport de Paris a des gens derrière des vidéos qui scrutent les passagers, les gens qui fréquentent l'aéroport pour détecter les malveillances, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est un métier d'avenir. Tout ce qui est lié à la sécurité voilà. Et c'est important qu'ils le découvrent. Et donc, ils sont aperçus qu'en fin de compte, ils ont des représentations du métier, des volontés. Mais face à ça, il y a des entreprises et que ces entreprises proposent d'autres métiers qui peuvent être aussi intéressants pour eux et source d'emploi. Et je pense que c'est ça l'important, c'est de mettre en corrélation petit à petit le projet de l'élève et ce qu'il pourra obtenir dans ces métiers de la sécurité. Ça, c'était un premier point. Et puis, il y a une deuxième action qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va avoir lieu, parce que là aussi, dans ces échanges, ce qui a été intéressant, c'est de voir ce qu'attendaient les entreprises des élèves. Et ça a été dit par Jessica, c'est le savoir-être, c'est aussi la culture générale, c'est aussi la maîtrise de l'anglais.
Et donc, on est en train de mettre au point un projet sur l'anglais. Et on s'aperçoit aussi que les enseignants, eux, ils avaient une conception de ce qu'on demandait en entreprise. Mais ce n'est pas du tout la conception de l'entreprise, en fait. Par exemple, je vais caricaturer, mais l'enseignant, il essaye d'avoir un anglais le plus recherché possible. L'entreprise, c'est pas ce qu'elle cherche. Elle cherche l'anglais opérationnel. Et donc, on va mettre en place avec des chercheurs, et ça c'est encore une fois ce qu'apporte le campus des métiers, c'est des chercheurs qui nous aident à mettre en place des expérimentations avec des vidéos, avec des gens qui vont développer aussi l'oral. Parce que vous développez des contenus spécifiques. Voilà, on va adapter les cours à un contenu spécifique pour s'adapter à la demande des entreprises. Voilà. Juste pour corroborer à ce que tu as dit, c'est que sur le territoire, il existe des initiatives. Et le but d'un campus, notamment, c'est de prendre en compte ces réalités économiques, de s'inscrire également dans une démarche multipartenariale, notamment sur le territoire du Grand Roissy-le-Bourget qui est très riche, et de proposer des initiatives, notamment sur ce projet en anglais, sur lequel on a les inspecteurs, les enseignants sur des disciplines, notamment en économie et en anglais, qui vont croiser leurs référentiels, qui vont se baser sur des situations d'immersion professionnelle pour favoriser la médiation, parce qu'en fait, on n'est pas là pour le haut niveau, on est là déjà pour permettre à l'élève de dépasser sa peur de parler anglais. Et pour ce faire, de se baser sur concrètement, à l'aéroport, lorsque je suis réceptionniste, déjà, on n'est plus derrière un bureau, on est devant les clients, les usagers. Quel est l'anglais que je vais devoir utiliser? Et souvent, on se rend compte que ce sont des situations basiques qui peuvent être facilement répétables et sur laquelle on va demander une information. On va essayer de voir dans ce projet, puisqu'on a également 2 lycées qui sont mis en place, et ce projet est managé par des étudiants qui sont également en master à Paris 8 et qui ont décidé de monter ce projet. Donc déjà aussi, ce sont des partenaires à l'intérieur, ouverts, volontaires, qui ont décidé de mener ce projet sur comment est-ce qu'on peut essayer sur une situation d'accueil classique, pouvoir demander une information, réceptionner une information et communiquer. Voilà. Donc là, c'est pour le renforcement. Juste un petit mot, parce qu'on entend tout ça, il y a un mot qui me vient à l'esprit qui est le mot décloisonnement, en fait. Pour synthétiser ce qui s'est dit, décloisonnement institutionnel, parce que nous, on va bosser avec d'autres ministères, on bosse avec des acteurs privés. Décloisonnement sur le terrain, on voit que tous les acteurs bossent ensemble. Et décloisonnement aussi de l'esprit du jeune. Avec, on voudrait qu'il ait l'esprit d'entreprendre dont parlait Céline Calves tout à l'heure. Et puis aussi, cette ouverture du champ des possibles, parmi tous les métiers qui sont possibles. Alors, justement, ça me fait une transition toute trouvée. Parce que quand on est parent, comment on les découvre? Quand on est un jeune, comment on découvre ces métiers? Alors, Vincent, tu es fondateur du web pédagogique. Toi, t'en connais un bout sur cette partie-là, sur la partie découverte des métiers, sur les attentes, les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants par rapport à ça. Parce qu'il y a un moment où il faut choisir, il faut quand même aller dans une voie. Voilà. Bon, sachant qu'en tant que parent, c'est une catastrophe totale. Ah ben, je suis dedans, merci. Je confirme. Je confirme. Pour la 2e fois, pourtant. Donc juste un mot, moi le sujet que je travaille, c'est plutôt ce qui est en amont et donc sur la thématique de l'orientation. Donc c'est comment faire en sorte que, certes, on réforme la voie professionnelle, on la rend objectivement plus attractive, mais encore faut-il que finalement le flux entrant, c'est pas joli comme terme, parce que c'est quand même des individus. Mais c'est pas complètement faux, parce qu'on a, comme toujours dans la problématique de l'éducation nationale, des questions de volume. Donc comment faire en sorte que les jeunes qui s'orientent vers ce dispositif-là le fassent en adéquation avec ce qu'ils sont. Et en fait, d'ailleurs, la problématique est plus large que ça. C'est après la 3e, comment faire quelque chose qui soit en adéquation avec ce qu'on est, sachant que à cet âge-là, on ne sait pas ce qu'on est, quoi. Donc la thématique d'apprendre à s'orienter, qui finalement est que la première étape des compétences que tu décrivais tout à l'heure, qu'on va développer tout au long de sa carrière, apprendre à se former et à changer. Bon, voilà. Donc comment faire en sorte qu'en milieu scolaire,
cette compétence se développe et que donc on est des élèves qui choisissent ces voies-là et non pas seulement les subissent en raison de leurs résultats scolaires. Bon, ça, je pense que c'est une transition, un changement de paradigme. Alors, je sais pas, ça va faire 20-30 ans pour le faire. Hein. On va passer de être orienté à s'orienter. Et ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, par rapport à ça, nous, on accompagne pas mal de fédérations professionnelles, d'interprofessions, pour essayer même d'associations d'ailleurs, pour essayer de contribuer souvent au collège, un petit peu au lycée, à faire en sorte que telle ou telle filière soit plus lisible, soit plus attractive, etc. Et donc moi, ma conviction, mon retour d'expérience, hein, c'est sans doute deux choses. La première, c'est que faire le pari du monde enseignant pour essayer d'améliorer les processus d'orientation. Bon, déjà, on n'a pas tellement le choix parce que c'est la vision du ministère, mais c'est probablement le bon pari. Hein, c'est-à-dire que s'adresser directement aux jeunes, c'est incroyablement difficile. Et passer par les parents, c'est difficile aussi. Et en plus, les formes de prescription négative sont quand même assez bon. Donc c'est bien de passer par les enseignants de collège en particulier, qui sont nombreux, qui ont accès aux populations de jeunes, qui sont des médiateurs. C'est quand même des gens qui ont un métier, qui sont pédagogues, qui savent faire passer des choses. La seule chose, c'est que cette compétence-là d'assistance à l'orientation, c'est quelque chose qu'ils découvrent et sur lequel il faut donc les aider et leur apporter les bons outils. Donc c'est ce qu'on essaye de développer. Et sans rentrer dans le détail, moi je crois que ce qui est intéressant dans l'évolution des outils qu'on fait émerger, c'est qu'ils sont finalement de plus en plus tournés vers, non pas le registre de l'information, parce que finalement l'information aujourd'hui... C'est une commodité. Enfin, on peut trouver l'information sur une filière. La question, c'est pourquoi moi je vais y aller. Hein. Donc, c'est pas tellement de l'information, c'est plutôt faire en sorte de créer des situations qui sont du registre expérientiel. Hein, donc, faire en sorte que, à un moment de son parcours au collège, il se passe quelque chose, et ce quelque chose va déclencher. Alors, quelque chose qui relève, on va dire, du registre de l'émotion. Hein, pas forcément encore du raisonnement rationnel et posé, mais que ce quelque chose qui m'arrive parce que j'ai fait un stage de 3e et que finalement j'ai rencontré quelqu'un et ça a déclenché quelque chose, ou parce que j'ai contribué à un projet de mini-entreprise et que donc là j'ai découvert des situations de collaboration et donc finalement ça voilà. Hein, donc comment créer ces situations déclenchantes. Et donc voilà, là il y a plein de choses qui se font, il y a plein de dispositifs, mais qui toujours finalement sont comment donner à l'enseignant de collège des outils, des méthodes qui permettra de créer des situations, et ces situations déclencheront quelque chose, une expérience auprès du jeune collégien. Et après, s'il y a une médiation, un adulte qui accompagne, on devrait être capable de tirer le bon fil. Voilà. Et donc effectivement, pour la petite histoire, là, depuis maintenant presque un an, alors on le fait avec des dispositifs présentiels, mais on le fait aussi avec des dispositifs technologiques. Donc en ce moment, on déploie dans plein de collèges des casques de réalité virtuelle dans lesquels on met des petites expériences d'immersion, alors dans plein d'univers professionnels différents. Et puis on envoie ça dans les collèges, et là, hop, ça y est, on fait des stages de 5 minutes. Alors on fait 5 minutes dans une boulangerie, on fait... voilà, c'est vraiment ça, hein, parce qu'ils ont l'impression d'y être. Évidemment, ils n'y sont pas, ils sont toujours au CDI, au collège, avec le casque. Mais bon, voilà, on est dans le registre de l'expérience, et ce qui est intéressant, c'est que là, on a un dispositif donc, qui a un potentiel de déploiement assez large, ça ne coûte pas grand-chose, et on arrive à le déployer. Il est quand même dans le registre expérientiel, enfin, en tous les cas, il est perçu comme ça, on a l'impression d'y être. Et donc, voilà, c'est l'un des outils dont les profs de collège peuvent commencer à se saisir pour faire ce travail d'accompagnement, et donc commencer à développer ces compétences d'apprendre à s'orienter. Voilà, alors après, je ne vous cacherai pas qu'il me semble qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Voilà, mais bon, il est presque 18h, donc... Alors pour avoir essayé il y a quelques mois justement cette expérience de réalité virtuelle, l'expression stage de 5 minutes est plutôt bien vue. Et moi ce que j'encourage tous les jeunes et les parents qui veulent les aider, c'est de pouvoir leur présenter un maximum de choses. Sauf que on est très limité quand même dans le temps, et si on veut explorer tous les possibles, c'est difficile. Par contre, on peut être aidé par les nouvelles technologies pour avoir cet avant-goût, effectivement plus émotionnel que simplement consulter des fiches de l'ONICEP. Voilà. C'est pas, pas que ça. Voilà, je ne vais pas non plus créer de soubresauts là-dessus. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir cette expérience. Et plus vous multipliez les expériences, plus vous avez le droit de vous tromper.
Combien de métiers on ne connaît pas du tout, on n'a pas du tout l'occasion autour de soi, par exemple, de voir les métiers de ses parents. Bon, bah, ça reste quand même quelque chose de très nébuleux. Et on se rend compte, peut-être parfois très tard, parfois très très tard, qu'il y avait peut-être un métier qui nous aurait bien dit. Alors aujourd'hui, vous avez des exemples autour de vous, j'en suis sûre, si vous-même vous ne l'avez pas expérimenté, de reconversion. Et c'est vrai qu'on est capable aujourd'hui de s'être dirigé vers un métier, vers un type de travail et se dire au bout de 20 ans, flûte, j'ai envie de faire autre chose parce qu'on a découvert autre chose ou qu'on a redécouvert un métier qu'on croyait connaître et c'est vrai qu'on peut en changer. Cette faculté qu'on aura de pouvoir changer, il faut pouvoir en faire un atout et se dire que bah voilà, je peux me lancer. C'est pas grave, j'ai le droit de me planter, j'ai le droit de faire autre chose. Donc il faut pouvoir multiplier le contact avec les futurs possibles et c'est grâce à des mises en réseau et grâce à une ouverture de l'école vers l'extérieur qu'on arrivera à le faire. Complètement. Tu avais quelque chose à rajouter, sinon je... Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour, je représente un programme qui s'appelle Like ton job. On s'est déjà rencontré avec M. Mercaria. J'ai entendu tout ce que vous mentionniez. Ce qui me paraît extrêmement intéressant aussi, et je vous pose la question, c'est de donner envie par l'incarnation vivante des personnes. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un peu l'approche que nous avons, nous, dans les interventions justement de professionnels en milieu scolaire, c'est-à-dire d'être sur la véracité des parcours, de pouvoir avoir des individus qui vont exposer leur zone d'échec, leur zone de réussite, leur zone de latence, certains qui passent par une voie professionnelle, qui passent par l'alternance parce qu'ils ont besoin de ce temps de maturation. Voilà, donc qu'en est-il de l'envie ? Que pensez-vous de cette envie qui passe parfois par du non-verbal, même si une personne est là de façon physique ? Voilà ma question. Merci de faire ça, parce que ça, on a vraiment besoin d'incarner, comme vous dites. On a peu de visibilité, peu de représentation de nombreux métiers, et le fait de pouvoir entendre des témoignages de personnes qui font ce métier, qui ont fait d'autres choses avant, qui expliquent, comme vous le soulignez, les réussites, les échecs, les doutes, les envies, ça peut permettre de susciter des envies. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux professionnels qui veulent faire partager cette envie, qui veulent aller même jusqu'à mentorer, tutorer, c'est-à-dire avoir un accompagnement qui ne se limite pas à une intervention, mais vraiment de pouvoir accompagner quelqu'un sur un plus long terme dans son projet. Et pour ça, moi j'insiste, il existe de profondes bonnes expériences où le collège, le lycée accueillent volontiers. Et puis parfois, un petit peu moins. Moi, j'ai pu avoir aussi des témoignages, pas très loin d'ici, dans la circonscription qui est la mienne, de lycées qui n'étaient pas forcément favorables à l'entrée des professionnels pour venir témoigner. Et là, c'est toutes les questions autour des rapports entre l'éducation et l'économie. Comme si de faire rentrer un professionnel, c'était faire rentrer certains aspects de l'économie, alors que si on dote un maximum nos jeunes élèves d'une connaissance de ce que sont les tenants de l'économie, ils arriveront à moins se faire bouffer. Donc c'est mieux d'avoir ce maximum de témoignages. Vous avez raison, voilà, il y a les stages, il y a aussi les rencontres qu'on peut faire. Et selon son milieu, on en fait plus ou moins. Donc comme nous, notre volonté, c'est de faire que l'école fasse qu'on puisse se détacher de son milieu quand il est moins favorable, eh bien, il faut que l'école elle puisse accueillir ce type de témoignage. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire la preuve par l'exemple. Et notamment, ça me permet d'introduire un public sur lequel il est très important pour nous de travailler, notamment au sein des campus, ce sont les parents. Et cette question d'incarnation des métiers, ça peut aussi venir du storytelling des parents. Notamment, je pense aux personnes, pour prendre un cas concret, sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. C'est un secteur sur lequel on peut évoluer de manière interne.
Et cette intégration des parcours de réussite, et même des parcours de rupture qui peuvent être aussi une réussite, permet d'intégrer cette dimension. Et c'est vrai qu'en tant que campus, on est sollicité aussi de la part des entreprises pour investir l'école. Et je pense que par des événements comme Pascal l'a présenté tout à l'heure, on entend cette vision, c'est-à-dire le besoin bien sûr des entreprises qui veulent de la compétence, avec des gens qui soient employables en ayant ces compétences, parce que c'est le maître mot maintenant, et comment est-ce qu'on qualifie cette compétence. Et d'un autre côté également de se dire que voilà, les histoires de vie qui partagent, enfin, moi ce que j'aimais beaucoup c'était les histoires de vie déjà à partir d'apprenants en formation, les apprentis notamment, qui étaient un bon exemple pour les jeunes. Mais il y a aussi la question du storytelling, mais aussi des parents qui ont une place centrale. Non, je vais juste compléter justement pour répondre aussi à la question du lien école-entreprise et monde économique. Faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau des académies, on a pratiquement une cinquantaine d'ingénieurs pour l'école. Donc c'est un dispositif qui est spécifique justement au territoire français. Donc nous, chez Electric, on en met 4 pratiquement sur le territoire. Et c'est des profils... On a 4 personnes qui sont déployées sur le territoire dans certaines académies, et on va en rajouter une en plus. Pour intervenir dans les collèges. En fait, le but du coup de cette association, c'est vraiment de faire le lien école-entreprise. Donc ça se modélise avec plusieurs modalités. Une qui est d'emmener les étudiants dans les entreprises pour rencontrer des professionnels. Donc l'objectif n'est pas de leur montrer quel est finalement l'outil de l'entreprise, et c'est de leur montrer, de les mettre en relation avec, comme je disais tout à l'heure, des vendeurs, des techniciens, des RH, qui vont leur expliquer leur métier. Et juste pour finir, sur les profils justement qui sont dans cette association, c'est ce que moi j'aime bien appeler des grisonnants. Donc c'est quoi des grisonnants? C'est des personnes qui ont pratiquement 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce que c'est des personnes qui ont déjà derrière eux un background, et du coup qui ont eu plusieurs métiers et qui ont également des repositionnements. Donc c'est vrai que dans mon équipe, je prends des personnes pour ce profil-là, je prends des personnes qui ont du vécu pour expliquer justement aux étudiants qui peuvent changer également leur parcours professionnel. C'est l'évolution des parcours. Voilà. On n'a pas quand... Oui. Alors, juste, parce que je pense qu'il faut décloisonner. Et moi, la semaine dernière, on fait ça pendant tout le mois de décembre, mais j'emmène des profs donc de collège, et je les emmène avec la Fédération de l'hôtellerie et restauration dans des palaces, dans des casinos. Alors, ça serait... Voilà. On va venir voir. Alors voilà. Non, mais Comment ça se passe? c'est marrant parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc tant qu'à faire, venez, on va au palace, quoi. Alors donc c'est mieux, quoi. Et après, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre exactement des gens qui ont le profil que vous décrivez. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, voilà, moi j'étais en droit. Et puis, ça, pas du tout. En fait, ce que je voulais, c'est voyager. Alors, il a fait le tour du monde. Puis là, il se trouve qu'il était, je sais plus, sur un des postes. Bref, quand vous racontez cette histoire-là à un prof, qui finalement, en fait, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été dans une entreprise. Donc, en fait, il repart avec les yeux qui brillent. Et il va raconter cette histoire-là. Il va l'incarner auprès de toutes les générations. Et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a plein d'idées qu'on peut avoir. Et le décloisonnement, il commence probablement là. Une vision de l'enseignant qui est différente, parce qu'il explique que c'est un choix au départ. C'est un choix de métier, c'est une envie pédagogique, c'est une envie de transmettre. Voilà, ça requalifie aussi ce métier. Finalement, je voulais témoigner un petit peu de la même façon. Moi, je travaille dans un centre de formation d'apprentis. J'accueille beaucoup de collégiens, de lycéens, de jeunes de mission locale, encadrés aussi par les enseignants. Et je fais toujours témoigner les apprentis en situation de travail dans leurs ateliers, parce que c'est toujours intéressant qu'ils puissent expliquer pourquoi, à un moment donné dans leur vie, ils ont arrêté l'école, ils ont quitté l'université, ils se sont dit non, tiens, moi je veux faire ce métier, ça qui m'intéresse. Et ces parcours de vie, ça permet de déclencher des
des envies chez les jeunes, les moins jeunes, les parents qui accompagnent aussi ces visites-là. Et souvent, c'est là où on recrute les fameuses cohortes de jeunes qui ensuite viendront se former en ayant des témoignages concrets de ce que c'est que travailler dans la voie professionnelle, en apprentissage. Voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai aussi qu'il faut que les établissements scolaires nous ouvrent les portes. Ça se fait de plus en plus. Moi, ça fait 12 ans que je le fais. Je trouve qu'on commence à être plus écouté. En tout cas, on a un statut qui est en train de changer. Je trouve, en tout cas, l'image de la voie professionnelle est peut-être un peu en train de changer. En tout cas, moi, dans les métiers de l'électricité, de la plomberie, enfin des métiers un peu spécifiques, on va dire. Merci. Est-ce que vraiment vous sentez ça, que l'image commence à évoluer, des représentations qu'on peut avoir de la voie professionnelle? Alors, je sais pas, Céline, t'es plus placée. Moi, je voulais dire quelque chose de connexe, en fait, par rapport aussi à cette conférence, dans ce qui vient d'être dit à l'instant, le fait que les gens travaillent en synergie. Et quand on avait un petit peu préparé, je crois que j'avais glissé à un moment donné, et je parlerais d'un voyage en Suisse. Tu m'as dit, mais tu vas parler de tes vacances? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pas du tout. Et en fait, je voulais juste faire un retour sur 2 points. Quand je suis allé en Suisse pour un voyage d'études, en fait, pour comprendre comment ça marchait là-bas, j'ai rencontré donc alors je sais plus comment ça s'appelle, les chefs de canton, donc c'est découpé en cantons, des entreprises, etc. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient donc déjà ils ont une voie professionnelle qui tourne très très bien, bien évidemment. Hein. Mais il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est d'une part que autant la partie politique que la partie économique, que l'environnement social autour portent le même discours et a la même ambition pour ce sujet de voie professionnelle, mais voilà, qui est un sujet très, très commun. Ça m'a énormément marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est un retour tout bête d'une personne très spontanée qui nous a rappelé qu'en Suisse alémanique, typiquement, quand un enfant rentre à la maison et annonce qu'il va faire la voie professionnelle, eh bien, on organise une fête. Parce qu'il y a une grande fierté, en fait, en Suisse alémanique, quand les gens font la voie professionnelle. En Suisse, le patron de Swiss Bank, si je dis pas de bêtises, a fait la voie professionnelle, voilà. Et c'est vraiment c'est ça que j'ai à l'esprit quand j'entends ces éléments-là. Je me dis, si on veut arriver à faire ça, c'est cet alignement. Il faut qu'on travaille collectivement autour, alors de l'objet Campus des métiers qui est quand même, je trouve, très séduisant. Et c'est ça qu'on doit réussir à embarquer pour qu'on puisse être au sommet. La boîte où j'étais, ils sont numéro 2 mondial. Ils fabriquent des trucs en Suisse. Et la main-d'œuvre en Suisse coûte une fortune, mais ce qu'ils fabriquent, c'est exceptionnel. Et c'est à un niveau incroyable. Et il n'y a que des mains expertes suisses qui savent faire ce truc-là. Et je me dis que voilà, il y a plein d'espaces en France où on doit pouvoir faire ça. Voilà sur la partie en écho avec ce qui vient d'être dit. Et puis moi j'avais une question pour la salle. J'en profite parce que je me dis j'aurai peut-être plus le micro après. Mais c'était juste s'il y a des familles ici, est-ce que on vous a donné envie, est-ce que quelqu'un se sent par rapport à ce qu'on évoque comme projet, comme ambition pour ces campus des métiers, quelqu'un aurait envie de mettre ses enfants dedans? Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner envie de mettre ses enfants dedans? C'est ça ma question pour la salle. Oui, moi je voudrais répondre aussi après. Vas-y. C'est triste, mais tant qu'il n'y aura pas de paillettes, les parents n'auront pas envie de mettre leurs enfants là. C'est quoi les Clairement, paillettes? c'est triste. Hein. C'est quoi les paillettes? L'effet paillettes, c'est l'effet starification, entre guillemets. En fait, les présentations sont trop industrialisées et trop tertiaires. Alors que ça ne reflète pas la réalité. Il manque une émotion, il manque une humanité, ça ne se voit pas. Alors, on a besoin de voir l'humanité qui se dégage de tout cela. Ouais, et alors c'est bien parce que je voulais compléter justement sur la notion de campus des métiers. Et ce sur quoi Jean-Michel Blanquer a vraiment insisté, c'est que nous, dans notre idée de campus, si on regarde un peu dans notre imaginaire cinématographique, etc., on a le campus à la Harvard, le campus à la Harry Potter. L'idée, c'est pas d'arriver jusque-là, mais par contre, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant ces lieux-là? Ce sont des lieux de vie. Ce sont des lieux d'échange entre des élèves, des apprentis, des étudiants, des professionnels, des chercheurs. Mais pour ça, il faut faire des lieux d'échange. Donc on ne peut pas avoir d'un côté ce qui serait le lycée, de l'autre côté le labo. Il va falloir aussi créer des lieux d'échange. Ça passe par des restaurants communs, ça passe par des lieux où vous pouvez organiser une réunion à plusieurs, où vous pouvez faire un terrain de sport, etc. Donc ça permet d'être le lieu de vie. Sur le côté
paillettes, c'est-à-dire là je répondais pour le côté humain, mais pour le côté paillettes, je pense que les campus, ils mériteraient aussi de pouvoir être parrainés, d'avoir quelque chose de... Par exemple, moi je sais que Régis Marcon qui a travaillé avec moi, en étant chef 3 étoiles, ce serait super de pouvoir le faire parrainer un campus sur l'hôtellerie. Et autre chose qui est plus paillette, je vous encourage à voir, c'est le championnat du monde et de France des métiers. En fait, c'est les Jeux olympiques des métiers. Ça s'appelle World Skills. C'est chaque année des centaines de jeunes qui arrivent du monde entier et qui participent à cette Olympiade. Et cette Olympiade, il y a vraiment un esprit d'équipe, il y a vraiment un esprit de performance. Et pour le coup, je me souviens que l'année dernière, ça avait été reçu. L'équipe de France avait été reçue à l'Élysée. Alors, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais on espère que ça change. Mais c'était de montrer qu'ils avaient été super fiers, ils étaient honorés. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Et ça peut faire partie de la starification qu'on dit. Et sauf que ça, il ne faut pas le laisser uniquement dans le lieu où se passe l'Olympiade. Et moi, je compte beaucoup sur l'audiovisuel public, nos médias, de pouvoir en parler beaucoup plus. On a une soirée Miss France qui nous sert à rien, mais on l'a quand même. Eh ben, au lieu d'avoir une soirée Miss France, on a une soirée World Skills. Je suis totalement pour. Mais c'est très concret et c'est vrai. En fait, on voit très bien que sur nos programmes télé fleurissent plein de concours. Alors, je ne sais plus quel est le terme pour le dire, mais on a Danse avec les stars, on a le meilleur pâtissier, etc. Le meilleur pâtissier et Top Chef a beaucoup contribué à revaloriser. Hein. On a eu même un afflux de personnes qui se sont orientées, presque parfois un peu trop attirés par les paillettes et qui du coup se sont un peu cassés les dents devant les réalités du métier, qui est un métier très exigeant, qui forme au savoir-être de manière tellement fortement que du coup les autres métiers les piquent, parce que quand vous avez été habitué à travailler avec une clientèle, à avoir sens de paraître dans l'hôtellerie, les autres métiers font viens. Et donc ça, ce sont des programmes qui ont participé à la mise en valeur de ces métiers. Il faut pouvoir le faire sur plein d'autres. Et vous avez raison, paillettes, starification, en tout cas qu'on puisse le montrer. Et pour moi, qui suis très attachée à l'audiovisuel public, ça devrait faire partie beaucoup plus de leur programme. Alors, pour vous donner un exemple concret, puisque pour revenir notamment sur le fait que les émissions de télévision ont servi à certains métiers et pas d'autres, le Club des hôteliers de Roissy, notamment, envisage, en partenariat avec le campus, de mettre en place un stage de 3e sous la forme d'un challenge pour valoriser les métiers du service en salle. Et ce maître mot de communication, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, 300 familles de métiers, c'est très difficile de donner de l'information, pourquoi l'un et pas l'autre, mais le travail de fourmi qui est fait derrière, et c'est sur lequel j'invite également à ce que ce qui était important, c'est que les parents, qui sont aussi des grands décideurs de l'orientation, puissent se joindre au groupe de travail pour évoquer la meilleure façon de les toucher, pour savoir quelle est l'information qui leur parle, mais également d'animer encore et toujours des réunions d'information sur la découverte de la voie professionnelle et de montrer notamment quelles sont la valorisation des métiers. Voilà, donc c'est très important, vous le dites, voilà, starifier, mais starifier pourquoi ? Parce que ces métiers amènent une pérennisation de l'activité professionnelle. J'ai juste complété sur ça, pour moi c'est starifier, mais surtout incarner. Incarner dans le sens où c'est bien de starifier, mais le client final, finalement, ça va être l'entreprise qui va embaucher ces personnes-là. Donc ça, ce serait bien que ce soit incarné par les entreprises et qu'on puisse avoir un peu comme dans les restaurants, je parle toujours des cols avec bleu, blanc, rouge. Donc c'est vraiment une incarnation par les entreprises et du coup un parrainage. C'est vrai que nous, on va parrainer justement le campus des énergies, mais on est en échange également avec d'autres entreprises qui vont parrainer d'autres campus également pour avoir cet appel un peu paillette. Je vais...
Et l'idée, c'est ça, c'était de rapprocher les parents et de les rassurer et de leur donner des informations sur les emplois. C'est-à-dire qu'en fait, les parents, ils veulent que leur enfant fasse des études ou pas, mais ils veulent surtout qu'ils aient un emploi à la sortie. Et en fait, ils ont très peur, les parents. Alors que toutes ces données, elles sont disponibles, notamment sur le site de Pôle emploi, hein, mais on les retrouve. Et en fait, c'est vrai que les profs n'ont pas cette information-là et ne savent pas vraiment quelles sont les filières et quelles sont les entreprises qui vont recruter par secteur. Et c'est ce qui rassure réellement les parents, de dire il y a de l'emploi et quel que soit le niveau, et de dire bah oui, on peut avoir des métiers où on va évoluer, comme vous le disiez. Enfin, moi, j'aime bien cette image de dire... Moi, je l'ai fait, j'ai arrêté mes études très jeune, j'ai eu des enfants et j'ai repris mes études ensuite. Et ces parcours-là, en effet, les parents se disent « Oh non, mais c'est pas possible, s'il arrête... » Et moi, j'entends des parents tous les jours me dire « Mais s'il arrête, il ne reprendra jamais. » Et ça fait très peur. Et c'est vrai qu'il faut aussi communiquer, je pense, là-dessus, sur il y a des emplois. Et de toute façon, même si on arrête, parce que sur une voie professionnelle, on va peut-être être attaché justement par l'entreprise qui dit « J'ai un besoin maintenant ». Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. On m'a proposé un emploi et j'avais besoin d'argent. J'ai arrêté, j'étais en alternance, j'ai arrêté les études pour pouvoir travailler. J'ai repris ensuite. Et il y a plein de parents qui se disent c'est pas possible, ça n'existe pas. Une fois qu'on a arrêté ses études, on ne reprend pas. Mais vous avez raison, vous les illustrez complètement le changement de paradigme où en fait, c'était de manière très, très séquentielle nos vies. C'était je vais à l'école, je travaille, je suis en retraite, je meurs. Aujourd'hui, je vais aller à l'école pour apprendre les fondamentaux et je ressuscite les merveilles de la technologie médicale. Non, on va commencer à aller à l'école pour apprendre justement des bases qui vont nous permettre de pouvoir intégrer tout au long de notre vie des nouvelles données, des nouvelles opportunités. Et en fait, c'est plutôt que d'être dans un cycle, dans un séquentiel comme ça, on va pouvoir justement faire des mini-séries. Hop, je fais une formation, je rebondis, etc. Et donc, en voyant que je peux avoir des opportunités plus tard, ça nous permet de rassurer les parents en disant « Mais vous savez, il a ça, il a saisi une opportunité. » Le fait que on favorise la formation tout au long de la vie, et on l'a fait là avec cette loi qui est la liberté de choisir son avenir professionnel, de pouvoir aménager ces temps de profession et de formation, ça va permettre justement d'être plus rassuré. Je vais vous prendre une analogie. Vous êtes au bord d'un plan d'eau. Si ce plan d'eau il vous paraît infini, pas sûr de plonger en fait. Hein. Vous dites attendez, si je m'éloigne trop du bord. Par contre, si vous voyez que dans ce plan d'eau, il y a plein de petits îlots, vous plongez un peu plus, parce que vous savez que vous allez pouvoir vous rattraper un petit peu là, puis un petit peu là. À partir du moment où on donne cette visibilité sur les îlots, on peut plonger, c'est pas grave. Si c'est trop infini et qu'on n'a pas de repère, je plonge pas. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir de donner et se dire que tous les chemins sont possibles. Et pour ça, il faut que nous, on puisse doter les personnes de toutes les compétences qu'elles vont avoir pour aller saisir ces opportunités, justement. Et que quand elles se plantent, on est là aussi pour leur dire hey, « je t'aide à remonter ». Voilà, c'est vraiment ça toute la philosophie. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se concentrer sur un métier. Et c'est ça qui est difficile à dire. On peut regarder un taux d'insertion sur un métier, sauf que dans 5 ans, il n'a peut-être plus du tout le même. Donc en fait, il faut qu'on puisse dire aux parents cette voie de formation, elle peut vous ouvrir à tel ou tel métier, mais surtout, en fait, elle peut vous ouvrir à plein d'opportunités. C'est pas grave, on est en lien avec les opportunités de la transition écologique, de la transition numérique, des savoir-faire aussi à la française qui s'exportent encore beaucoup, du service d'aide à la personne et de la prise en charge de la dépendance, qui est un marché incroyable pour le coup, parce qu'on va tous vieillir et devenir dépendants, donc il y a plein de clients. Donc il faut pouvoir le montrer, et moi j'encourage vraiment à ce qu'on parle pas que de métier, parce que métier, c'est pour un temps, mais on va en changer plein. Donc c'est plutôt, c'est les différentes étapes de ta vie, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je pense qu'on est sur le bon chemin pour le faire. Alors je resterai toujours très pragmatique et dans le concret. Le campus des métiers et des qualifications, c'est un outil. C'est un formidable outil qui permet à la fois de resserrer le maillage au niveau de l'orientation, mais également de permettre une perméabilité, une porosité au niveau des échanges. Et donc,
notamment ce que vous disiez tout à l'heure, où dans le trinôme enfants, parents, enseignants, le campus est aussi là pour professionnaliser ou remettre à jour les savoirs des enseignants par le biais de formation, d'immersion dans le milieu professionnel, pour également assurer une continuité et une cohérence entre les enseignements et également les usages professionnels qui sont faits derrière. Et de ce fait, voilà, sur ce dialogue permanent, dans les groupes de travail, les enseignants peuvent investir les campus des métiers et des qualifications pour émettre des besoins, émettre des manières de travailler qui leur est peut-être important pour investir leur rôle primordial dans le parcours à venir, être aussi le vecteur rassurant vis-à-vis des parents, puisque les campus œuvrent au bénéfice des apprenants en réunissant des acteurs, donc c'est-à-dire on n'est pas forcément en première ligne avec les parents ou les enfants, mais vraiment de se dire, voilà, on est sur un réseau, on est sur une mise en synergie des acteurs, et les acteurs, c'est pas que les entreprises et les opérateurs de formation et les institutions, mais c'est également les praticiens, les opérateurs, les utilisateurs, que sont les enfants, les parents, les enseignants, et qui, de leur voix, puissent permettre en fait d'avoir un meilleur dialogue et de mettre en place des actions, parce que ça c'est le mot d'ordre, hein, c'est qu'au cœur des campus, on met en œuvre des actions qui ont du sens et qui répondent à la fois aux besoins économiques, mais également au développement des compétences des apprenants. Voilà. Et tout au long de la vie. Comme on l'a bien dit, on a le droit de se tromper. On peut aujourd'hui dire, voilà, je fais une formation et demain, qu'est-ce qu'elle m'apportera? C'est aussi toute la complexité de se dire qu'il y ait des connexions transverses, des compétences transverses qui s'appliquent entre les métiers. Voilà. Et c'est cette question d'expression, d'authenticité des voix qui s'expriment, qui permettent en fait de dégager des solutions. Alors, parce qu'on va pas trouver la solution toute faite, mais des solutions notamment en termes d'orientation vers les métiers, puisque c'est la finalité, mais vers la voie professionnelle et en faire une voie d'excellence. Juste pour faire un petit lien avec la table ronde précédente, combien de filles, combien de garçons chez vous? En pourcentage, hein. Voilà, un tiers de filles, 2 tiers de garçons. Pas mal. D'accord. Dans la voie pro, on est à 50-50. Sauf que c'est du tout égal d'une filière à l'autre. Dans les filières industrielles, vous allez avoir 80% de garçons. Voilà. Et dans les filières tertiaires, que ça soit par exemple gestion, administration ou des soins, on est vraiment sur l'inverse. Et on a effectivement plein de défis à remplir et aussi des opportunités. On a dans le secteur du numérique peu de femmes. Et puis on a dans le secteur tertiaire beaucoup de filles en voie pro. Pourquoi on ne ferait pas plus de numérique pour les filles en voie professionnelle pour pouvoir nourrir justement la place des femmes dans ce secteur qui, je le répète, va être juste fondateur. Rien qu'à voir sur la place de l'intelligence artificielle, la place qu'elle prend dans nos vies. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a moins de femmes que dans les années 80 dans la programmation informatique. Je vous laisse imaginer à quel monde on s'expose quand on n'a que 15% de femmes dedans. L'intelligence un monde conçu par les hommes. Oh là, ça va pas aller bien loin. Non mais partir en week-end. Hein. L'intelligence artificielle, elle va toucher tous les métiers, elle va toucher tous les secteurs de nos vies. Donc si on est sur une intelligence artificielle dont les paramètres ont été uniquement pensés par des hommes, il y a plein de paramètres qu'on va oublier. Je sais que dans la table ronde précédente, on parlait de la place des femmes dans les sciences. Quand dans une équipe, vous n'avez pas une femme qui est capable de poser une question en disant mais nous, en fait, c'est pas comme ça dans notre corps, donc peut-être qu'on pourrait changer et essayer de trouver une solution à nos types de cancer, par exemple. Les hommes ne vont pas y penser, forcément. Donc, on a tout intérêt à ce que de plus en plus de filles s'orientent là-dedans, et on n'est pas obligé d'avoir Bac+8 pour travailler dans l'intelligence artificielle, puisque
ce qui va être intéressant, c'est de travailler avec l'intelligence artificielle. On dit souvent que l'intelligence artificielle va supprimer des métiers. Non, non, il va surtout en créer beaucoup d'autres. Et les compétences qui vont être clés, c'est les compétences ce qui va nous permettre de travailler avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va nous enlever plein de tâches répétitives, automatisables. Ça va pas nous manquer, hein. Par contre, pour vraiment transformer et apporter de la valeur, il va falloir travailler, savoir comment travailler. Je vais vous donner un exemple. Dans le secteur médical, on a fait alors c'était de la recherche contre le cancer du sein, le diagnostic du cancer du sein. Le médecin tout seul, il a une marge d'erreur à 7,5%. Pas terrible. Non, attendez, je confonds, hein, à 3,5%. Et l'intelligence artificielle à 7,5%. Quand on combine les deux, et quand on sait faire travailler l'intelligence artificielle et le médecin, on tombe à 0,5. Donc on a plutôt tout intérêt à le faire. Et je pense que les niveaux de qualification qu'on a, moi j'encourage les jeunes filles de 16 ans à se dire mais j'ai à faire quelque chose là-dedans. Je peux aller coder, je peux aller faire des choses. Je sais qu'ici il y a des ateliers et c'est très bien et merci Startup for Kids parce que c'est pas coder pour coder, c'est comprendre comment le code marche et comprendre que ça peut m'être utile pour changer le monde. C'est plutôt chouette. Donc on a vraiment là à jouer quelque chose dans la voie pro pour engager les filles à prendre plus de place dans le numérique. On a beaucoup de chance ici d'être maintenant dans une école dirigée par une femme. Ce qui va permettre aussi de changer peut-être un peu de paradigme. Je crois que l'heure... on pourrait continuer longtemps, mais là, je crois qu'on arrête. Merci beaucoup à tous. C'était vraiment enrichissant, passionnant. On a envie de porter votre message. Merci.